Dans le cadre de nos travaux sur le scénario After 2050, nous avons posé une série de questions sur l'alimentation à Denis Léron, directeur de recherche émérite à l'INSERM, nutritionniste et membre du conseil scientifique du scénario After 2050. On vante souvent les mérites du régime alimentaire français, mais n'a-t-il pas quelques faiblesses ? Et en fait, notre façon de nous alimenter présente aussi des faiblesses. En effet, si on compare avec les recommandations du Programme national nutrition santé, qui est la référence en France, on constate, d'après les enquêtes disponibles, que les adultes français mangent trop de protéines, ils mangent trop de sucre, ils mangent trop de sel, trop de lipides, donc en gros trop de produits animaux. Et à contrario, ils ne mangent pas assez de fruits, pas assez de légumes, pas assez de légumes secs et de féculents. Donc on voit que l'alimentation habituelle en France n'est pas très équilibrée, en tout cas elle n'est pas du tout optimale. Mais à contrario, il faut limiter la consommation d'autres groupes d'aliments, donc ceux qui sont consommés plutôt trop, donc la viande rouge et les charcuteries, les produits laitiers en général, mais en particulier les fromages, et puis réduire beaucoup les produits sucrés, donc les boissons sucrées en particulier, les pâtisseries, qui sont une source d'énergie et peu de nutriments. Comment modifier notre alimentation ? Est-ce que le régime méditerranéen, dont on entend souvent parler, est une bonne alternative ? Donc en fait, en France, on a une tradition, au moins pour une partie de la France, qui est l'alimentation méditerranéenne. Qu'est-ce que c'est l'alimentation méditerranéenne ? En fait, elle a été très popularisée par des études scientifiques qui ont commencé dans les années 50. Tout le monde a entendu parler du régime crétois qui en est le symbole le plus marquant. Donc en fait, c'est une alimentation traditionnelle qui est à forte dominante végétale. Nous en reparlerons en détail après. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs études ont montré que dans les pays méditerranéens, les gens qui continuent à avoir une alimentation de type méditerranéen satisfont mieux leurs besoins en nutriments, en fibres, en vitamines, en minéraux, que ceux qui mangent de type plus moderne, disons plus occidental. Donc c'est une information très importante montrant que ce modèle alimentaire traditionnel a des avantages par rapport au modèle occidental. Et du coup, l'alimentation méditerranéenne a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2010. Enfin, on dispose d'un très grand nombre d'études scientifiques et médicales sur les relations entre l'alimentation méditerranéenne et la santé, puisque là aussi, dans beaucoup de pays, on a pu montrer que les gens qui continuent à avoir une alimentation de type méditerranéen sont moins en surpoids, ont moins d'obésité, ont moins de maladies cardiovasculaires et de mortalité par maladie cardiovasculaire. Ils ont moins de diabète de type 2 et ils ont moins d'un certain nombre de cancers, en particulier par exemple chez la femme, le cancer du sein ou le cancer du côlon chez l'homme. Donc on voit que ce modèle alimentaire traditionnel a des vertus en matière de santé très importantes. Et donc en fait, de par le monde, il y a d'autres régimes alimentaires, comme le régime asiatique par exemple, qui sont aussi très basés sur des produits végétaux, qui ont aussi beaucoup d'intérêt. Et puis, par exemple, les collègues dans les pays scandinaves ont développé un nouveau régime nordique qui aussi a des vertus tout à fait intéressantes. Pouvez-vous nous décrire la pyramide alimentaire qui fait référence actuellement ? Donc, un consensus scientifique international a établi les nouvelles recommandations en matière d'alimentation méditerranéenne basées sur les connaissances scientifiques actuelles. Donc, comme vous pouvez le voir sur la pyramide, ce qui est recommandé, c'est qu'à chaque repas, on ait 1 ou 2 portions de fruits, au moins 2 portions de légumes, qu'ils soient crus ou qu'ils soient cuits, des céréales sous différentes formes, pain, pâtes, riz ou couscous, et puis de l'huile d'olive, parce qu'on est en Méditerranée. Que chaque jour, par les différents repas, on ait aussi des apports avec des portions de fruits secs, de graines, de fruits à coque, aussi d'environ 2 produits laitiers par jour, incluant le fromage, et puis bien sûr beaucoup de plantes aromatiques, d'épices, d'ail, d'oignons, qui font la réputation du bon goût de cette alimentation. Et puis chaque semaine, il est important d'avoir 2 portions de viande maigre, un peu moins de viande rouge, encore un peu moins de charcuterie. Manger des légumes secs, c'est important, au moins 2 portions par semaine et des œufs.
pas trop de pommes de terre, parce que souvent ce sont des frites, et puis manger peu de sucreries, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. En quoi les produits issus de l'agriculture biologique sont-ils meilleurs que les autres et quels en sont les bénéfices pour le consommateur ? En fait, la qualité des produits de l'agriculture biologique a été étudiée par les scientifiques et on dispose actuellement de plusieurs centaines d'études et de synthèses de la littérature scientifique, donc que je peux vous résumer. Donc en fait, dans les produits bio, en particulier les produits végétaux, on trouve plus de matière sèche, c'est-à-dire qu'il y a moins d'eau. On trouve plus de minéraux en général, plus de magnésium, parfois plus de fer ou de zinc. On trouve plus de vitamine C. On trouve plus d'antioxydants, c'est en particulier la famille des polyphénols, des phénols, des acides phénoliques, qui sont plus concentrés dans les produits bio, végétaux. Et puis dans les produits animaux bio, les viandes et les produits laitiers, on trouve plus d'acides gras polyinsaturés, qui sont recommandés par les nutritionnistes. Et en particulier dans les produits laitiers bio, on trouve nettement plus de lipides de la famille oméga 3, les fameux acides gras de poisson, puisque la synthèse des dernières études faites montre qu'on a 70% de plus d'acides gras oméga 3 dans les produits laitiers bio comparé à ceux qui ne sont pas bio. On a aussi moins de cadmium, c'est-à-dire un métal lourd qui est toxique, qui est moins présent dans les produits bio. Et enfin, une énorme différence, c'est la teneur en résidus de pesticides dans les aliments bio, puisque les agriculteurs n'utilisent pas ces produits, où on trouve extrêmement peu d'échantillons d'aliments bio contaminés par des résidus de pesticides, quelques pourcents de la pollution environnementale, qu'on peut comparer aux 40% d'échantillons d'aliments habituels qui sont contaminés par des résidus de pesticides, selon les données officielles. Y a-t-il des études scientifiques sur les habitudes alimentaires des consommateurs bio et non bio et un lien avec leur état de santé ? Donc grâce à l'étude Nutrinet que nous conduisons en France, nous commençons à avoir des informations extrêmement intéressantes sur ce sujet. Donc nous avons pu comparer les consommateurs réguliers de produits bio à ceux qui ne consomment jamais d'aliments bio en France aujourd'hui, aussi bien les hommes que les femmes. Et ce que nous avons observé d'une part en matière de consommation alimentaire, c'est que les consommateurs réguliers de produits bio consomment nettement plus de fruits et légumes, 20 à 30% de plus, 70% de plus de légumes secs. Ils consomment 2 fois plus de céréales complètes et ils consomment 3 fois plus d'amandes, de noix, de noisettes. A contrario, ces consommateurs réguliers de produits bio consomment 25% de moins de fast-food, ils consomment 30% de moins de boissons sucrées, de viande rouge, de charcuterie, et ils consomment 40% de moins de produits laitiers et de fromage. Donc on voit là aussi une très grosse différence en matière d'alimentation qui correspond mieux aux recommandations nutritionnelles du programme national nutrition santé. Nous avons pu calculer aussi les apports en nutriments en comparant ces consommations d'aliments et nous avons pu observer effectivement que les consommateurs bio ont des apports en nutriments, en minéraux, en vitamines, en fibres qui sont plus élevés en général et donc plus conformes aux recommandations nutritionnelles. Enfin, nous avons trouvé des chiffres spectaculaires en matière de différence pour le surpoids et l'obésité, puisque aussi bien chez les hommes que chez les femmes, en moyenne, on a la moitié moins de gens qui sont en surpoids ou obèses dans les consommateurs réguliers de produits bio que dans les non-consommateurs. Est-ce que le seul critère bio suffit pour s'assurer de la qualité des produits que l'on mange ? Oui, comme on l'a vu, la qualité des produits à la sortie du champ est très importante. Mais en fait, c'est toute la filière qui va conditionner la qualité finale du produit consommé. Et ça inclut bien sûr le transport, le stockage, la transformation et la cuisson. Et je vais vous donner 2 exemples pour illustrer cet impact. Si on prend le cas des céréales, lorsqu'on récolte des céréales, c'est sous forme de grains qui sont complets et qui sont très riches en nutriments. Le plus généralement, on raffine pour faire de la farine ou de la semoule qui va faire du pain bien blanc ou des pâtes bien blanches. Et en fait, en faisant cela, on va enlever le son, les parties périphériques, le germe, et du coup on va perdre les 3/4 des fibres, mais on va aussi perdre les 3/4 de beaucoup de minéraux, c'est le cas du fer, du calcium, du magnésium, et on va aussi perdre les 3/4 des vitamines du groupe B ou de la vitamine E qui est présente au départ dans la farine complète. Donc on voit une perte très très importante due au raffinage des céréales. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est celui des légumes frais,
qui sont très riches en vitamine C, et c'est une des raisons pour lesquelles on les consomme. En fait, la vitamine C est très fragile. Donc lors du stockage, au froid ou encore plus au chaud, lors de la cuisson, on va détruire une partie de cette vitamine C. D'où l'importance aussi d'avoir des circuits les plus courts possibles pour qu'il y ait un minimum de délai entre la récolte du produit et sa consommation, et de faire des cuissons modérées pour ne pas détruire trop la vitamine C. Et en fait, on sait qu'en France, les adultes n'ingèrent que la moitié de la quantité de fibres qui est recommandée par les nutritionnistes, alors qu'on sait qu'un régime riche en fibres réduit très fortement la constipation, mais aussi est protecteur vis-à-vis de pathologies comme les maladies cardiovasculaires, comme le diabète et comme le cancer du côlon. Donc pour résumer le propos, on peut dire que donc il est très fortement recommandé en fait de consommer un maximum de produits frais, produits localement, de saison, et qui soient le moins raffinés possible, de façon à apporter un optimum de qualité nutritionnelle par l'alimentation. Comment définir un système alimentaire durable et quels en sont les enjeux ? Donc le scénario After 2050 pose très clairement la question de quel type d'alimentation nous devons avoir pour l'avenir. Donc ça pose la question de la durabilité de l'alimentation clairement. Et donc en fait la réponse a été apportée dans sa globalité par la FAO, qui est l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation de l'ONU, lors d'une conférence internationale qui s'est tenue en 2010. Une définition consensuelle des alimentations durables a été élaborée sous les auspices de la FAO. Et cette définition dit en gros que les alimentations durables, ce sont des systèmes alimentaires à très faible impact environnemental qui contribuent à la protection des écosystèmes, à la sécurité alimentaire des populations, à la bonne couverture de leurs besoins nutritionnels pour les générations actuelles et pour les générations futures. Donc je pense que ce cadre-là fixe clairement l'enjeu. Si on veut des alimentations durables, on ne peut plus continuer comme précédemment. Et on doit donc s'inscrire dans une perspective de durabilité et donc se reposer les questions de comment assurer les besoins nutritionnels des populations tout en préservant l'environnement et en évitant au maximum la contamination de l'alimentation par des produits toxiques. Alors, existe-t-il des solutions ? Donc dans ce contexte, une bonne nouvelle, c'est l'existence de ce scénario After 2050, qui de façon pluridisciplinaire a pour objectif de réfléchir et de proposer des alternatives en matière de bonne gestion de l'agriculture, de l'environnement et de l'alimentation humaine. Au niveau national, ça a déjà été fait par la première version. Au niveau des régions, parce que c'est extrêmement important de réfléchir pour chaque région quel est son avenir en matière agricole et en matière de consommation alimentaire. Et puis, dans une réflexion plus globale, de contribuer aussi à essayer de trouver des solutions alternatives à la crise alimentaire au niveau mondial.